Je vais appeler celle qui sera la modératrice de cette table ronde, non pas parce qu'on craint que vous disiez des bêtises, mais parce qu'elle elle va apporter elle aussi ses connaissances. Je vous demande d'accueillir celle qui est présidente à la Fédération française d'équitation de la commission bien-être animal, Madame Déborah Bardou. Pierre Beaupère va nous rejoindre aussi et c'est Nathalie Frilet qui va venir aussi. Où est-elle? Elle est ici. Nathalie est enseignante d'équitation, elle est thérapeute et elle est dirigeante du centre de médiation équine à Cheval-sur-Soie. C'est en Côte d'Or. Vous avez des micros? Oui, il y en a deux. Je tiens aussi à remercier, vous avez, parce qu'il y a plein de choses positives qui existent aussi, vous avez des citations partout qui ont été affichées et qui ont été collectés par ceux qui sont en fin de cursus de médiation équine. S'il vous plaît, où êtes-vous? Voilà. Ils sont là et toutes ces citations sont là pour vous faire réfléchir. Et je dois dire qu'il y en a une qui, depuis hier, me fait beaucoup réfléchir. C'est ce qu'il y a de meilleur dans la chouquette, c'est le vide à l'intérieur. Et ça m'a bouleversé. Voilà, maintenant, cette table ronde, Déborah, je te laisse la parole. Ce que le cheval nous enseigne, quelque part, l'animalité nous invite-t-il à... Oh là là, mais c'est pas français ce qu'on m'a marqué. Vas-y, Déborah, c'est à toi. On appuie longuement. Merci pour cette introduction idéale. Voilà. Du coup, moi, je voulais commencer par rebondir sur la dernière remarque qui a été formulée au fond de la salle par Camille, je crois, si je fais pas erreur sur le prénom. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et pendant la présentation de Monsieur Poncalé, il y avait plein de parallèles en permanence avec le cheval, puisque votre spécialité, c'est l'humain, et moi, ma spécialité, c'est un peu plus le comportement du cheval. Et vous précisiez que le cheval pouvait être lui aussi... sujet au stress et l'exprimer de plein de façons différentes. Et je pense que justement, c'est un point qui est important. Et à ce sujet-là, la recherche scientifique, ces dernières années, elle a quand même fait beaucoup de progrès. Et on sait aujourd'hui que le cheval a beaucoup de façons d'exprimer le stress chronique. Je ne sais pas si tout le monde les connaît, mais il y en a 4 principales, on va dire. La première, c'est les stéréotypies, l'addiction, grosso modo, développement d'un comportement hyper ritualisé, qui n'a pas de fonction apparente, mais qu'on répète de manière inlassable. Le second, ça peut être l'hyperagressivité. Un cheval qui est hyperagressif de manière chronique, c'est un cheval qui a priori un état de bien-être qui est altéré. On va avoir aussi l'apathie, donc vraiment le cheval qui se renferme dans sa bulle et puis qui devient insensible un petit peu à tout ce qui se passe autour de lui. Et on a aussi l'hypervigilance. Donc chez le cheval aussi, c'est un peu différent, mais chez le cheval aussi, il y a différentes façons d'exprimer le stress et de le manifester. Et donc effectivement, lui aussi peut être sujet à tout ça. Ça, c'était une petite réponse à ce qui a été dit avant. Moi, j'ai fait plein de parallèles. Vous avez dit notamment une phrase qui m'a beaucoup plu, qui était nous, les humains, on n'est pas fait pour vivre seuls, on ne survivrait pas seuls. Je crois que c'est aussi très vrai pour les chevaux. Maintenant, tout le monde le sait et tout le monde en est conscient. Vous avez aussi dit on ne peut pas... alors, je vais reprendre les mots exacts pour ne pas faire d'erreur. Vous avez dit il est impossible de calmer l'esprit quand le corps est tendu. Et donc sur ce point-là, je voulais voir avec Pierre ce qu'il en pensait. J'imagine que vous, au contact des chevaux tous les jours, vous en rendez compte. Comment ça se manifeste et comment vous prenez ça en compte pour l'éducation du cheval, le travail du cheval? Cette dualité, on va dire, entre le corps et l'esprit. C'est parce que j'étais sur une réflexion tout à fait différente, mais je vais essayer de faire le lien entre les deux parce que je pense que c'est là que ça a le plus de sens. Moi, ce qui m'a passionné, c'était la notion de sens, en fait. C'est qu'on ne peut pas guérir quoi que ce soit s'il n'y a pas une notion de sens qui est rajoutée. Et je trouve que c'est le premier parallèle qui est important, je trouve, et qui va avec le bien-être du cheval. C'est paradoxalement quel est le sens qu'on donne à ce qu'on fait avec les chevaux. C'est une des premières questions, je pense, que les cavaliers devraient se poser. C'est pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es avec un cheval? Pourquoi tu embêtes, en fait, entre guillemets, un cheval à monter dessus, à faire de la thérapie avec lui, quoi que ce soit? Quel est le sens qu'on donne à tout ça? Et si vous l'avez tellement bien montré, c'est qu'effectivement, on peut... Et c'est pour ça que j'étais un peu interpellé par la question, c'est qu'en tant que cavalier, et en plus de dressage, on peut vouloir l'aborder sous un aspect, ok, la technique qui permet au cheval de se décontracter dans son corps. Et pour moi, le lien, il est exactement le même que celui que vous faites, c'est que vouloir séparer la partie technique et le corps du cheval de
même la notion de sens pour le cheval, qu'est-ce qu'il gagne dans cette relation? Ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est impossible. Et c'est là où, je pense, énormément de très très bons cavaliers ont pu se perdre dans cette technique pure, où on essaye finalement, un peu comme le médecin qui s'occupe uniquement du symptôme, et d'oublier qu'effectivement, avant qu'il y ait un symptôme, il y a tout un processus qui rentre en ligne de compte et qui amène le symptôme. Et donc, moi, en tant que, paradoxalement, technicien aussi, mon parcours a été de mettre la technique de plus en plus tard dans le processus et de commencer justement, paradoxalement comme vous l'avez fait, de venir d'abord sur ok, quel est le sens de tout ça, même de vouloir par la technique amener un cheval à se décontracter, mais pourquoi je ne le laisse pas dans son pré? Finalement, il vit très bien sans moi. Et donc, pour moi, c'est la thérapie de l'homme, la thérapie du cheval, c'est ce que j'essayais de dire dans l'introduction. Il n'y a aucune différence à mon sens. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Alors du coup, je vais rebondir sur ce fameux sens. Je crois que ça va tenir tout le débat. Quand j'ai monté À cheval sur soi, donc centre de médiation équine, il y a 18 ans maintenant, on a mis en place un slogan de façon complètement inconsciente. Et ce slogan va rejoindre les 3 S, évidemment bien exploités ce matin, c'est-à-dire... mettre en mouvement, créer un lien et donner du sens. Donner du sens venant après, effectivement, un corps en mouvement. Et pour faire le lien avec le cheval est un vecteur extraordinaire de mouvement. C'est bien pour ça qu'on travaille avec lui. C'est un être relationnel extraordinaire. Et effectivement, grâce à ces 2 premiers piliers, on va pouvoir aller chercher cette quête de sens. Alors merci en tout cas pour avoir parlé de ce volet de spiritualité. Donc je rajouterai une définition sur justement pour remettre un petit peu d'ordre dans ce mot. C'est la spiritualité au terme ontologique, c'est-à-dire c'est la science de l'être. Et donc si on arrive effectivement à avoir un corps qui va bien, qui vit ce mouvement, et on est des êtres de mouvement, si on arrive à effectivement créer un lien, puisque on est des animaux grégaires comme les chevaux, et qu'on arrive enfin à trouver du sens, on va pouvoir se mettre au service de quelque chose de plus grand que nous, dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire une transcendance. Et là, on va peut-être arriver à ne plus détruire cette terre sur laquelle, qui nous accueille depuis tant d'années. Et je vais juste rajouter effectivement sur ces les 3 S et la façon dont j'ai de dire ces choses différentes. C'est-à-dire que mettre du mouvement, créer un lien, donner du sens, sont rattachés aux 3 grandes peurs fondamentales de l'humain. C'est-à-dire que si on n'est pas en mouvement, on est mort. Donc c'est la peur de la mort qui est vraiment la première des grandes peurs. Créer un lien, bien sûr, parce que la peur de l'abandon, c'est forcément une des grandes peurs de l'humain. Et puis donner du sens, parce que si on est dans l'incohérence, la folie se met en place. Et c'est bien ce qui est en train de se passer aussi ici. Et le cheval, bien évidemment, qu'on soit à côté de lui en travail à pied, qu'on soit dans le troupeau en train de travailler avec lui, qu'on soit sur lui, bien évidemment, on va remettre encore notre corps en mouvement. On crée un lien avec lui dans cette triangulation thérapeutique. Et puis, on va pouvoir, en fonction de ce que le cheval nous livre dans son corps, essayer de trouver un sens avec la personne qu'on accompagne. Donc voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. J'aimerais rebondir sur un terme que vous venez d'employer. Vous parliez du caractère grégaire du cheval. C'est vrai que c'est une similitude qui est intéressante. Le cheval, à l'état naturel, il vit en famille, c'est-à-dire qu'on a un étalon qui vit avec 1 à 2 juments et puis leur progéniture. Est-ce que ce caractère-là, est-ce que cette vie grégaire en famille, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans le cadre de thérapie? Et surtout, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que ça apporte? Alors on a la chance que le centre soit en plein Morvan. On a une 30aine d'hectares. On a 25 chevaux, dont un troupeau de 15 qui vit ensemble toute l'année. Et donc nous, on travaille principalement dans l'immersion dans ce troupeau. On emmène nos bénéficiaires, quand ils le peuvent, bien évidemment, à travailler à l'intérieur de ce troupeau, qui est effectivement social et familial, puisqu'on a une lignée grand-père, mère, petits-enfants, etc. Donc ça, c'est assez intéressant, d'autant plus qu'on travaille avec des centres sociaux et on travaille avec des familles. Ce qu'on a présenté d'ailleurs au congrès de l'IFCE il y a quelques mois à Vichy.
Donc il y a un miroitage entre les familles qui viennent s'immerger dans le troupeau et ce qui se passe dans le groupe famille. Et donc on travaille avec ça. J'aimerais maintenant parler un petit peu des émotions. Donc on sait que les chevaux expérimentent des émotions au même titre que les humains. On sait que les chevaux sont tout à fait capables de comprendre les émotions qu'expérimentent leurs congénères. C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Le fait qu'un individu, quand il observe un autre individu expérimenter une émotion, tout à coup la ressent lui aussi. Exemple, vous voyez quelqu'un pleurer en face de vous, irrémédiablement vous avez les larmes aux yeux. Au contraire, quelqu'un est très joyeux face à vous, vous êtes très joyeux également. Ça, c'est quelque chose qui a aussi été mis en évidence d'un point de vue scientifique chez les chevaux. C'est-à-dire que, pour la petite histoire, le protocole était le suivant. On projette une vidéo d'un cheval qui subit un moment plutôt positif, c'est-à-dire qu'il est gratouillé par un soigneur, et puis du coup, il exprime des mimiques de plaisir, vraiment. Et une autre vidéo d'un contexte plutôt négatif, où là, le cheval est soumis à du grattage dans les oreilles, qui n'est pas forcément toujours apprécié, et un spray d'air qui suscite des réactions un petit peu de défense. Donc ce sont des vidéos, la scène n'est même pas vue en direct. Ces vidéos-là sont diffusées à différents chevaux, et on regarde la réaction du cheval qui est spectateur. Déjà, on se rend compte que le cheval comprend ce qu'il voit. Il ne voit pas juste un drap avec des images, il comprend vraiment l'image qui est projetée face à lui. Et ce qui est assez fou, c'est de se dire que les chevaux qui observent la vidéo de la situation positive ont une réaction positive et se mettent eux aussi à être très détendus, expression faciale très détendue, l'encolure basse, le rythme cardiaque qui diminue, avec, on a vu tout à l'heure les mécanismes dont on parlait. Et à l'inverse, les chevaux qui sont soumis à une vidéo d'un contexte plutôt négatif vont eux exprimer une réaction radicalement différente, augmentation du rythme cardiaque, il y avait aussi des prélèvements de cortisol qui étaient faits au niveau salivaire, donc on a un peu les mêmes parallèles, et le cheval est tout à coup très tendu et comprend finalement ce qui se passe. Donc on a ça chez les chevaux, on a ça chez les humains, et la contagion émotionnelle du cheval à l'humain, on en parle très souvent, on dit très souvent le cavalier transmet son stress à l'humain et inversement, enfin l'humain transmet son stress au cheval et inversement. Pour autant, les preuves scientifiques, elles sont encore balbutiantes, on va dire, sur ce domaine-là. Il y a également aujourd'hui une étude qui est en cours et qui s'intéresse à savoir de quelle manière l'odeur que dégage l'humain dans des situations de stress ou de joie peut impacter le comportement du cheval. Et donc, pour l'anecdote, il y a des personnes qui se portent volontaires actuellement pour aller visionner des films à l'INRAE de Nouzilly, des films qui font peur ou des films très joyeux, avec des petits patchs sous les aisselles. On récupère ces petits cotons imbibés de transpiration, avec potentiellement des phéromones, et ils vont être après soumis aux différents chevaux, et on va voir si cette simple odeur sans contexte peut avoir un impact. J'imagine que du coup, vous, c'est quelque chose qui est pas encore démontré totalement scientifiquement. Vous l'expérimentez au quotidien, que ce soit dans les activités de médiation ou que ce soit dans le travail du cheval. Comment on gère ça? Et est-ce que c'est un atout ou au contraire, est-ce que c'est un inconvénient d'avoir cette transmission d'émotions du cheval à l'humain et inversement? Ce que vous disiez, ça m'a fait penser à... Alors, de formation, je suis éthologue. Et ça m'a fait penser à une étude qui a été faite justement sur les humains, où en gros on demande à quelqu'un de raconter une histoire. Alors je vais faire très court, hein, j'ai plus les références exactes, mais en gros on se rend compte, on a l'activité cérébrale de la personne qui raconte une histoire qui est mesurée. Quand la personne raconte cette histoire devant un public, on se rend compte que l'activité cérébrale du public se calque sur celui qui raconte l'histoire. Alors ça c'est la première étape. Deuxième étape, ils ont fait enregistrer ça. Donc il n'y a plus personne qui raconte l'histoire, on fait passer l'enregistrement dans un public, l'activité cérébrale du public se calque sur la personne qui racontait, et ils se sont amusés à passer l'enregistrement en arrière, donc ça ne veut plus rien dire, et pour autant l'activité cérébrale du public devient exactement la même que celui qui racontait l'histoire. Et tout ça pour dire, ça m'a fait penser à une chose, c'est ce qui est ressorti en tout cas, c'est, bah oui, en fait on est juste des animaux comme les autres, et donc on est dans le même bateau que les chevaux, et c'est là où justement ce concept de... en fait, on est juste des frères et sœurs. Moi, j'appelle ça des frères et sœurs, mais je veux dire, il n'y a pas de séparation. Et penser que nous avons un grand travail à faire sur nos émotions, oui, comme la plupart des chevaux vont faire un travail d'une manière probablement différente de nous tout au long de leur vie, sur la manière dont ils gèrent leurs émotions, sur la manière dont ils perçoivent le monde. Et donc, est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? C'est ce que c'est, en fait. C'est, à mes yeux, on est juste tous... On a le même...
on est tous dans le même bain, dans le sens où toutes ces énergies, toutes ces émotions se partagent, que ce soit avec un cheval, avec un chien, avec n'importe quel autre animal. Et donc, c'est là où, je ne sais pas pourquoi, ça fait 2 jours en pensant au colloque que je pense à cette phrase de, finalement, qui on est, c'est ce qu'on fait quand personne ne nous regarde. Et je ne sais pas pourquoi cette phrase me reste dans la tête depuis 2 jours. Et c'est un peu cette idée-là de se dire, est-ce que ce qu'on partage au monde n'est pas ce qu'on fait uniquement quand je suis en train de parler avec quelqu'un. Ce qu'on partage au monde, c'est qui je suis, même dans mes zones d'ombre, même dans ce que les autres ne savent pas. Et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait travailler. Et oui, le cheval, puisque c'est quand même le sujet, le cheval, parce qu'on a envie de ce lien avec cet animal qui fascine autant l'humanité, c'est un moteur, je pense, pour faire ce travail sur nous-mêmes et sur nos émotions. Mais c'est un travail que, comme vous le disiez, finalement, tout le monde devrait faire et qui peut amener le monde à s'améliorer et à résoudre pas mal de grands problèmes de l'humanité actuellement. Alors Philippe Pincalet a parlé de physique quantique, donc je vais rebondir là-dessus, c'est-à-dire qu'on est effectivement, comme Pierre Beaupère le dit aussi, nous sommes dans un continuum. On est très dualiste, on sait partout, on est dans des corps individualisés, mais l'émotion très volatile, invisible d'ailleurs, qu'on n'arrive pas à choper, à identifier parce que ce n'est pas une matière. Effectivement, nous sommes des mammifères, les chevaux sont des mammifères, on est fait des mêmes muscles, des mêmes os, la matière physique est pratiquement la même, à quelques hormones près, etc. Et bon, le cerveau préfrontal est moins développé chez le cheval, mais il a un fort cerveau reptilien et limbique comme nous d'ailleurs. Et donc, bien sûr que tout se diffuse et on est tous contaminés les uns les autres et les animaux avec nous, puisqu'il n'y a pas de différence latente. Alors, comment on s'en sert en thérapie avec le cheval? C'est le cœur même de notre travail, puisque la personne qui effectivement rentre en séance trouve un espace de liberté pour déposer ses contenus inconscients, émotionnels, qui émergent. Ou pas d'ailleurs, ça dépend des séances, ça dépend du moment. Et cet état émotionnel va venir contaminer bien évidemment le thérapeute, ce qu'on appelle le contre-transfert, mais vient complètement impacter le corps du cheval. Le cheval, lui, les émotions, si ça le dérange, il va trouver un système pour... C'est comme une charge en fait énergétique, c'est une charge qui peut le déranger. Il va essayer de la décharger et pour la décharger, il va le faire physiquement, si c'est possible et qu'il n'est pas contenu, bien évidemment, sinon on va tomber dans l'inhibition de l'action. Et il va la décharger en faisant ce qu'il a envie de faire, puisqu'en thérapie, normalement, le cheval est libre de tout mouvement. Donc il va agir dans l'espace et il peut faire n'importe quel geste. Et alors ce qui est extraordinaire, et j'ai déjà dû le dire en certaines conférences, parfois les gestes ou son attitude sont exactement calés avec la problématique qu'on est en train de traiter avec la personne. Et ça, c'est très étrange et on ne sait pas encore comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ces échanges émotionnels inconscients? J'ouvre vraiment le débat parce qu'il y a vraiment des recherches à faire scientifiques là-dessus, ou alors gardons le mystère pour que ça continue à fonctionner. En tout cas, c'est comme ça qu'on s'en sert. Et c'est pour ça que le cheval de thérapie doit être un cheval à part entière, libre de mouvement, bien dans ses pompes, c'est-à-dire on respecte son éthologie, c'est-à-dire il vit avec ses congénères, il mange de l'herbe tous les jours, et il marche, et il vit en liberté. Et à partir de là, effectivement, quand il va se passer quelque chose dans l'espace thérapeutique, il sera libre, physiquement et psychiquement, de décharger cette émotion sous la forme dont il a envie. Et nous, à charge de voir si ça résonne chez le bénéficiaire. Et on prend le fil qui émerge et on commence effectivement à donner du sens si c'est possible. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole à la salle pour des questions, moi j'ai une petite question peut-être à laquelle vous n'avez pas la réponse, docteur, mais... Est-ce que du coup, l'hypnose est possible chez les animaux, selon vous? Est-ce que vous imaginez que ce soit possible? Vous disiez qu'il y avait, que l'homme expérimentait des traumatismes qui étaient tellement ancrés que la seule manière potentiellement de les atteindre, c'était d'avoir recours à certaines méthodes. Ouais. Non, c'est pas la seule. D'accord. C'est une méthode qui m'a intéressé et qui est quand même assez puissante.
Est-ce que c'est possible chez les animaux? Oui, j'ai vu des témoignages comme ça où ils arrivaient un peu à la manière de l'EMDR, vous voyez, qui comporte d'ailleurs une composante hypnotique, puisque focalisation de l'attention, absorption de la conscience, et on peut arriver comme ça à... Je crois que c'est possible, mais je ne sais pas si ça se fait en routine et s'il y a des protocoles qui sont effectués. Ce serait plus... Parce qu'il y a quand même une dimension intellectuelle, cognitive, je dirais, dans la mise en hypnose, même si on peut travailler avec un protocole. Il faut suivre les consignes quand même. Même si on travaille sur la respiration, sur la détente musculaire, il y a quand même des consignes. Et là, ce que j'entends dans la réactivité corporelle en particulier, c'est l'hyperréactivité de l'amygdale du cheval. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. J'étais étonné de me dire comment on peut comment on peut calmer ses émotions, ses propres émotions humaines, en thérapie, avec un animal qui est hyper réactif. Et ben c'est justement parce qu'il a une amygdale qui est parmi la plus développée du règne animal, parce que c'est une proie. Il court vite pour fuir et il mange de l'herbe, donc c'est pas un prédateur, je veux dire, c'est pas. Il est équipé pour ça, et justement, de ce que j'ai pu comprendre, en tout cas, c'est du biofeedback vivant, en fait. Du point de vue émotionnel, quand on disait la mise en résonance, hein, c'est du point de vue neuronal, c'est discuté, mais c'est quand même ce qu'on appelle les neurones miroirs, hein, où derrière l'acte lui-même, physique, le fait de manger, par exemple, si c'est juste mimer ça marchera pas, en fait. C'est l'intention qui est décryptée. En thérapie, ça marche comme ça. C'est une des bases de l'empathie, par exemple. Donc, pour revenir sur le cheval, l'intérêt, c'est que justement, le filtre cognitif, il est complètement effacé. C'est ça, le mental bouffe le corps, en fait. C'est ça qui fait mourir l'être humain, en fait. Pourquoi on est malade? Parce qu'on a un cortex préfrontal qui se fait des nœuds et qui se prend les pieds dans le tapis en permanence. Et de l'autre côté, il y a l'amygdale et les circuits dopaminergiques qui font ce qu'ils veulent. C'est ça la dissociation de l'être humain, en fait, fondamentalement. Et au niveau du collectif, ça fonctionne de la même manière. Le cheval, lui, il ne se pose pas de questions, il renvoie cash. Je pense que c'est ça qui se passe. J'en ai jamais fait, hein, mais du point de vue en réfléchissant, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi il est aussi efficace en thérapie? J'imagine parce qu'il a c'est une amygdale sur pattes, en fait, si je puis me permettre. Hein, c'est pas réducteur, mais c'est pour ça que tant qu'on n'a pas calmé ses émotions, non pas intellectuellement, parce qu'on a vu que l'amygdale n'était pas du tout régulée par le cortex préfrontal, mais qu'on la régule vraiment en se détendant, j'en sais rien, en faisant quelque chose qui dit « Ah ben ça marche ». Tout de suite, il nous envoie le miroir, l'effet miroir complet, émotionnel de notre attitude. Et là, il va se calmer. J'imagine que c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a donc émis ses états émotionnels, que le cheval l'a réceptionné, qui décharge, que la personne s'aperçoit que ça décharge, et ah bah oui, il se passe quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, je le vois à l'extérieur. Ouais. Au moment où la personne a déchargé, que le cheval a déchargé, tout va bien. Et le cheval, souvent quand on travaille en troupeau, il y a des chevaux qui se désignent tout seuls, hein, qui viennent vers nous, on discute, etc. Et le cheval, il s'en bat. Alors d'autres arrivent ou pas, bon, etc. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est vraiment très intéressant et ça fait vraiment écho aux pratiques psychocorporelles que je peux faire sur le. C'est vraiment intéressant. Oui, c'est même, je pense que dans certaines séances, on est dans des états hypnotiques, proches d'états modifiés de conscience comme transe, etc., qui sont en train de se développer au niveau scientifique d'ailleurs. Hein. Corinne Sombrin fait beaucoup de travail là-dessus, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et c'est très très intéressant. Mais il faut laisser faire. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait un peu peur, bon, je suis scientifique à la base, hein, j'ai une thèse de biologie moléculaire, ce qui me fait un peu peur, c'est de découvrir le mystère et de chercher à faire que ça marche. Alors que la posture du thérapeute, c'est justement tout sauf ça, c'est-à-dire travailler sur une posture d'accueil corporellement intégrée, pour que la personne puisse sentir qu'il y a un appui sécure et qu'elle va pouvoir déposer. Mais il n'y a que ça à faire, en fait. Hein. Et c'est la posture universelle de la relation, c'est l'accueil.
Il faut accueillir. En plus, dans des pathologies où les gens ne peuvent pas verbaliser leur mal-être, c'est pour ça que ça passe par le corps. Pourquoi ? Parce que c'est engrammé dans l'amygdale, qui est connectée au corps, et pas d'accès verbal. Donc la possibilité et l'impossibilité. Pourquoi les psychanalyses, la durée moyenne d'une psychanalyse, c'est 8 ans ? Parce que justement, on ne peut pas verbaliser une phobie ou quelque chose qui a été engrammé dans l'enfance. Ça s'est engrammé dans le corps et dans les mémoires implicites de l'amygdale. Et le cheval, lui, ce type de relation défait ça instantanément. Et on n'a pas parlé du portage sensoriel, mais ce qui est important, c'est ça, c'est quand on pose la personne sur un cheval et qu'on met en mouvement, au pas simplement, tout ce qui est le cerveau entérique, parce qu'on n'en a pas parlé justement, qui est le premier cerveau, puisque le premier cerveau, le premier neurone est un tube digestif. Donc quand on pose quelqu'un sur le dos d'un cheval et qu'on marche, on a tout le système entérique qui est remis en mouvement, et instantanément, quand il y a des pathologies qui sont engrammées, on déverrouille quelque chose. Mais il faut faire attention parce que c'est extrêmement puissant. Donc on ne peut pas faire ça, surtout en psychotrauma d'ailleurs. On en parlera demain. Il faut faire attention parce que oui, le cheval est extrêmement puissant comme thérapeute. Faut que je m'arrête. Merci Nathalie. On va vous couper dans votre discussion, hein. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors bien sûr, à chaque fois, vous vous présentez. Vous pouvez poser la question à une des personnes ou à tout le monde en mode général. Bah, vous êtes tous timides là, tout le monde s'est calmé. C'est la réflexion sur la chouquette. Tout le monde se pose la question? Non? Question? Pas de question? Si. Oui. Olivier. Bonjour à tous, je suis Olivier Simon, je suis instructeur d'équitation et je travaille à la direction technique nationale de la fédération. Alors Nathalie, de parler ça va, mais quand tu mets le micro devant ta bouche en même temps que Olivier parle, si tu veux, ça... Non. Vas-y Olivier, on a retiré le micro à Nathalie. Merci, c'est gentil Axel. Donc merci beaucoup, c'est vraiment complètement passionnant. Juste une première remarque, je pense que vous avez complètement saisi, je pense que le cheval, il a, et notamment dans le cadre de la médiation équine, mais pas que, un énorme avantage, c'est que c'est le champion du monde du feedback. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement précieux. J'avais une question, et peut-être une question aussi un peu à la salle. En tant que cavalier, qu'enseignant, j'ai souvent expérimenté, soit personnellement, soit en l'observant, qu'à certains moments, on touche du doigt, quand on monte à cheval, ou même à côté parfois, le fait d'être dans un espèce de flow où on est vraiment centré sur l'instant présent, et où tout se passe, voilà, on n'est pas projeté sur l'avenir, on n'est pas projeté sur ce qui s'est passé avant. Et je voulais poser une question à M. Pancallet en particulier, je crois que c'est un peu ce qu'a dit Mme Frilet tout à l'heure. Cet état, pour moi, je me suis intéressé pas mal aux neurosciences, parce que je trouve que c'est un domaine absolument passionnant, se rapproche beaucoup de la pleine conscience, me semble-t-il, se rapproche certainement aussi un peu de l'hypnose, ou peut-être des états un peu voisins. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous qui travaillent ou utilisent les chevaux ont vécu. Je ne sais pas, je me permets peut-être de faire un petit sondage, ceux d'entre vous qui ont expérimenté ça, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez lever la main? Je pense que beaucoup. Voilà. Et je pense qu'il y a vraiment une connexion très importante où à un moment donné, on sent qu'on fait complètement corporellement, avec quasiment un schéma corporel partagé finalement avec l'animal, physiquement, et intellectuellement au niveau émotionnel, certainement. Oui, à vous. Oui, je suis d'accord. Enfin, cet état de flow, la zone de non-effort, hein, qui est décrite aussi dans des différentes traditions, le zen, les arts martiaux, le sport, ou des moments intenses comme ça de déconnexion où on se sent aligné. Oui, je pense que c'est probablement... On peut imaginer que c'est une harmonie émotionnelle qui libère justement le sujet. On avait parlé de défaire le négatif, en fait. À partir du moment où à partir du moment où on n'a plus peur, il y a quand même 99% de nos problèmes dans notre vie qui disparaissent, en fait. C'est ça.
y compris, j'imagine, pour l'animal. Donc cette zone de flow, là, plutôt que d'aller la rechercher à toute force, c'est la laisser venir, l'accueillir, ce que vous disiez tout à l'heure, par le non-agir. Et ça, alors après, on peut le décliner de différentes manières, du point de vue purement de la posture mentale ou psychologique, ou aussi de la posture physique, si on fait un travail corporel. Donc oui, je pense que c'est d'abord favoriser cette harmonie, on parlait de résilience, mais en tout cas d'équilibre, de rééquilibrer, retrouver l'homéostasie aux 3 étages, corporel, psycho-émotionnel, et puis au niveau des pensées, on va dire, enfin quelque chose de non matériel, le 3e étage. Et donc c'est ça qui favorise à un moment ou à un autre l'émergence de la zone. Nathalie. Ça va même plus loin qu'un partage des corps, ça remet la personne dans l'espace fusionnel maternel que nous avons tous connu avec le corps de notre mère, et in utero et en portage après la naissance. Et on est tous dans cette recherche de fusion, de cet espace hors du temps, effectivement, qui est l'instant présent. Et on recherche tous inconsciemment ça avec les chevaux. Et effectivement, il faut essayer de développer une équitation dite respectueuse du corps du cheval et comprendre que on est dans une homologie gestuelle perpétuelle et que chaque micro-action sur le corps du cheval va impacter son corps de façon positive ou négative. Et c'est ce qu'on recherche. Enfin, en tout cas, Pierre Beaupère l'a largement expliqué dans son projet. Et on est quelques-uns à rechercher cette harmonie et cette fluidité des 2 corps qui n'en font qu'un finalement à la fin. Merci.